président de la République Alassane Ouattara est en visite officielle en Turquie, une visite de 4 jours au cours de laquelle plusieurs accords vont être signés entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. Hier, après son arrivée, le chef de l'État ivoirien a accordé une audience au vice-premier ministre turc. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est fait enrôler pour la couverture maladie universelle hier mercredi après-midi. Cette opération s'inscrit dans le vaste programme engagé par la structure en charge de ce projet. Les éléphants footballeurs jouent cet après-midi ici à Abidjan contre l'Angola, un match amical. Dans ce match, ils ont fait parler leur cœur et ils ont fait des dons à l'orphelinat de Bengeville. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Le président de la République Alassane Ouattara est en visite officielle en Turquie, une visite de 4 jours au cours de laquelle plusieurs accords vont être signés entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. Hier, après son arrivée, le chef de l'État ivoirien a accordé une audience au vice-premier ministre turc, Habiba Dembélé. Le président Alassane Ouattara a accordé sa toute première audience en terre turque au vice-premier ministre Nurman Kurtulus, responsable de TİKA, l'agence de coopération turque. Nous avons traité du sujet de notre coopération économique dans les domaines tels que l'agriculture, l'eau, les autoroutes, l'urbanisme ou la construction. Donc la Turquie détient une expérience et une connaissance dans ces domaines-là et nous serons donc ravis de voir créer une coopération avec la Côte d'Ivoire. La TİKA a répondu favorablement à la demande du Conseil supérieur des imams pour la construction d'une école confessionnelle et d'une mosquée. La Turquie envisage également d'accorder des bourses d'études aux étudiants ivoiriens désireux de parfaire leurs connaissances dans ce pays. Le vice-premier ministre a félicité le président Alassane Ouattara pour ses actions en faveur de la paix et du développement. Nous avons donc parlé de la stabilité politique et nous avons donc dit que la stabilité politique est très importante pour pouvoir accroître la prospérité économique du pays mais également du peuple et que c'est la manière également de mettre en potentiel toute la richesse du pays. Nous avons aussi donc parlé des peuples et de l'harmonie des peuples qui vivent ensemble et de cette harmonie entre la religion et nous avons dit que nous espérons que les peuples continueront à vivre en harmonie jusqu'au jugement dernier. Cette audience prépare l'entretien de jeudi entre le président de la République de Côte d'Ivoire et son homologue turc, le président Recep Tayyip Erdogan, rencontre qui sera suivie de la signature de plusieurs accords. Et ce communiqué de la présidence de la République avant de poursuivre cette édition, vu les décrets fixant les attributions des missions diplomatiques en matière de passeports, portant attribution et modalités de délivrance des passeports diplomatiques biométriques à puce électronique et des passeports de service biométriques à puce électronique, portant attribution des membres du gouvernement, portant organisation du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, et les mis fin à compter du 15 mars 2015 à la validité des passeports diplomatiques et de services non biométriques. Seuls sont délivrés comme documents officiels de voyage de la République de Côte d'Ivoire les passeports diplomatiques et de services biométriques à puce électronique. Le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, qui est chargé de l'exécution du présent décret, fera publier au journal officiel ce décret. Voilà, il fera publier donc ce décret au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Deuxième grand titre de cette édition, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est fait enrôler pour la couverture maladie universelle hier mercredi après-midi. Cette opération s'inscrit dans le vaste programme engagé par la structure en charge de ce projet. Kwasi Mamadou. Déjà, 10 000 personnes enrôlées pour la couverture maladie universelle. Un chiffre qui va croître selon les responsables de la Caisse nationale d'assurance maladie, grâce aux dispositions prises par le gouvernement, mais aussi à travers la politique de communication adoptée.
Cette opération doit entrer dans sa phase opérationnelle en septembre prochain, avec une prévision de 4 millions d'assurés, surtout dans le secteur agricole. Ces informations ont été données au Premier ministre, Daniel Cablon-Duncan, lors de son enrôlement pour la couverture maladie universelle. L'enrôlement est un processus important qui va déterminer toutes les autres étapes. Et nous entendons, à partir du mois de septembre, par rapport à ceux qui auraient été enrôlés, lancer la phase expérimentale et le système sera généralisé dès janvier-février 2016. Pour cette opération, le Premier ministre, comme tous les autres assurés, s'est soumis aux formalités techniques et administratives avant de recevoir son récépissé d'enrôlement. Daniel Cablon-Duncan a saisi l'occasion pour réaffirmer l'engagement du gouvernement à faire de cette opération une réussite, afin que les 95% des Ivoiriens non couverts par des assurances maladie soient pris en compte par l'État. Je crois qu'une étude de la Banque mondiale a montré sur ce dossier que les éléments donc de santé permettent d'avoir, si c'est bien mené, 1 à 2% de croissance du PIB. Donc il faut faire en sorte que ce dossier se passe dans les meilleures conditions et qu'on atteigne un taux de couverture relativement important pour que l'essentiel des Ivoiriennes et des Ivoiriens, disons que soit couvert. Engagement au niveau du gouvernement, c'est de vous appuyer de manière à ce que cet engagement, disons que porté par le président de la République, notamment dans son programme Vivre Ensemble et dans le programme RHDP adopté donc à Yamoussoukro, puisse donc devenir réalité, donc, comme l'avait dit donc, en 2016. Il faut rappeler que c'est le 30 septembre 2014 que l'opération a démarré avec l'enrôlement du chef de l'État, Alassane Ouattara. Cette initiative permettra aux Ivoiriens de se soigner sur l'ensemble du territoire national avec une contribution mensuelle de 1000 francs CFA par personne. Autre information dans cette édition, le ministre du Tourisme Roger Kakou a procédé mardi au lancement de la 5e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan CITA. Cette 5e édition est prévue du 7 au 10 avril prochain à Eden Hotel du Golfe. Le thème de cette édition, voyage et diversité. Patricia Omouetia. La contribution du tourisme dans le PIB de la Côte d'Ivoire est passée de 0,75% à 4,3% en 2014. Les arrivées de touristes internationaux sont passées de plus de 289 en 2012 à plus de 470 en 2014. La Côte d'Ivoire se présente donc comme un véritable joyau touristique et culturel et une destination privilégiée. Le ministère du Tourisme note avec satisfaction l'intérêt que revêt le tourisme auprès des décideurs et des populations. Prenons ensemble le pari d'un CITA de plus en plus ouvert à tous les pays de l'UMOA, voire de l'Afrique. En mutualisant nos idées sur le socle de notre vision communautaire d'intégration, notre région progressivement pourrait devenir une destination privilégiée pour les tours opérateurs. D'ores et déjà, je salue la prochaine venue du Maroc, pays ami à la 5e édition du CITA, comme invité d'honneur. Le CITA est donc une porte ouverte qui permettra d'apprécier l'envergure du tourisme dans sa diversité. Nous allons à l'occasion de ce CITA donner l'occasion à des Ivoiriens, les moins nantis, de pouvoir visiter la Côte d'Ivoire et surtout de pouvoir dormir dans des grands hôtels pendant un week-end et donner la possibilité à chacun de connaître ce que c'est qu'un produit touristique. Le Salon international du tourisme d'Abidjan va se dérouler du 7 au 10 avril prochain. Cette plateforme d'échange touristique va réunir opérateurs, partenaires et professionnels du secteur. Le syndicat des instituteurs pour une nouvelle vision de l'école en Côte d'Ivoire a appelé depuis hier à lever le mot d'ordre de grève que ses membres observaient depuis le 6 mars dernier. On écoute le secrétaire général de ce syndicat. Camarades militants et sympathisants, le Synovesi appelle ce jour à la suspension de la grève. Suite à la rencontre avec Madame le ministre ce jour 25 mars 2015, le Synovesi prend acte de la prise en compte de nos revendications principales et du rendez-vous proposé par le ministre fixé au 30 avril 2015 pour faire un point d'état. Nous appelons tous nos militants et sympathisants à reprendre les cours jeudi 26 mars 2015 à 7h30. Le Synovesi félicite tous les camarades pour leur mobilisation et demande à tous de rester à l'écoute du Bureau exécutif national. Rigueur et détermination.
En prélude à la session extraordinaire et à la 32e session ordinaire du Conseil des ministres qui aura lieu en avril prochain, le comité des experts de l'Association des producteurs de pétrole africain APA a débuté sa 49e réunion ordinaire ici à Abidjan. Les participants venus des 18 pays membres de l'APA examineront le projet de réforme de l'association. Ces experts sont invités à élaborer des stratégies nouvelles pour augmenter la production de pétrole des 18 pays de l'APA. Elle est estimée à 10 millions de barils de pétrole brut jour, soit 12% de la production mondiale. Dans les semaines à venir, le président de la République Alassane Ouattara effectuera une visite d'État dans la région du Bafing. Cette visite s'inscrit dans le cadre du programme de développement du président de la République en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Mais les travaux qui doivent être réalisés sont à la traîne selon les populations, d'où leur inquiétude est exprimée au président du conseil régional. Kwasi Mamadou. Le président du conseil régional du Bafing, à la rencontre de sa population, Lassina Dioumondé est allé informer ses parents de l'arrivée prochaine du chef de l'État, Alassane Ouattara, dans leur région et les sensibiliser également sur l'audience foraine en cours actuellement. Le président du conseil régional du Bafing mobilise ses parents pour réserver au chef de l'État un accueil mémorable. Dans toutes les localités visitées, les populations promues au président du conseil régional, Lassina Dioumondé, une mobilisation inoubliable pour gagner la palme de la mobilisation de toutes les visites d'État. Par la même occasion, elles ont émis des soucis concernant la lenteur dans l'exécution des travaux portant sur l'électrification rurale, le reprofilage et le bitumage de certaines routes de la région. Ces populations ont chargé le président du conseil régional de prendre attache avec les autres cadres, notamment le ministre Mamadou Sanogo, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Sarasako Fadiga, et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, afin de presser les entreprises en charge des travaux pour la finition dans les délais, c'est-à-dire dans 2 mois. Les chantiers qui feront de cette visite une réussite en pays Mao. Elles ont souhaité également qu'au cours de sa visite, le président de la République passe la nuit à Touba, chef-lieu de la région du Bafing. Des messages que Lassina Dioumondé a promis de transmettre fidèlement. Pour terminer, le président du conseil régional a demandé à ses parents d'adhérer massivement à l'audience foraine, car cette opération lancée par le gouvernement leur permettra, selon lui, d'obtenir des documents administratifs et une pièce d'identité, chose qui va faciliter leur inscription sur la liste électorale. En prélude justement à cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le Bafing, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, fils de la région, a effectué une tournée d'information dans sa localité pour expliquer à ses parents l'importance de cette visite d'État. FBoué. À 23 km de Touba, chef-lieu de la région du Bafing, Ouaninou. Ici, la question du développement local est au centre des préoccupations. Insuffisance d'infrastructures dans divers domaines. Le souci majeur que nous avons aujourd'hui, c'est les routes pour aller dans les villages. La maternité, il faut qu'on réhabilite ça. Nous voulons aussi avoir un château d'eau. Situation similaire dans la sous-préfecture de Koro. La majorité de nos centres de santé n'ont même pas d'ambulance, en tout cas en termes d'équipement, il y a beaucoup de choses qui manquent. Mais le bout du tunnel n'est sans doute pas loin. Le message est porté par le ministre Mamadou Sanogo, fils de la région. Une tournée donc à Ouaninou, Koro et Touba pour annoncer la prochaine visite du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. La date ne nous a pas encore été précisée, mais toujours est-il qu'il était bon d'informer solennellement tous nos parents, informer toute l'administration, bien que ceux-ci aient déjà reçu l'information de manière informelle. Et ce que nous avons noté au cours de notre tournée, c'est la ferveur, c'est la joie, c'est l'espoir que suscite cette visite d'État. Une nouvelle accueillie avec joie et porteuse d'espoir. C'est une grande joie pour nous. Et nous savons que quand le président vient, il vient avec tout, c'est-à-dire tout pour le développement. Cette nouvelle nous va droit au cœur, parce que nous savons que la visite du président de la République apporte beaucoup à la région. Je mets l'accent sur sa femme, parce que c'est nous, femmes. Je parle en tant que femme de Koro. Nous sommes impatientes pour qu'elle vienne à notre secours. En attendant le grand jour, déjà, le Bafing a commencé sa toilette.
La commune de Guiembé, dans le département de Dikodougou, grâce au programme présidentiel d'urgence et aux actions de son conseil municipal, est en plein chantier. Elle est en train de se doter d'infrastructures socio-économiques modernes pour favoriser son développement. Kwadjo Kwame, Jean de Dieu Daniel, RTI Boaké. Guiembé, dans le département de Dikodougou, a désormais fière allure. Depuis 2 ans et sous l'impulsion de son conseil municipal dirigé par le colonel-major Issa Koulibaly, cette commune est tournée vers le développement. Ici, le foyer des jeunes a été réhabilité. Un bâtiment de 3 classes est en construction. Bientôt, une nouvelle gare routière. Le logement du médecin est en pleine réhabilitation. Des voies sont réouvertes et le centre de santé a reçu un important lot de matériel biomédical. Bref, Guiembé est en chantier à la grande joie des populations. La mairie de Guiembé, ça travaille. J'ai un centre dans mon village à Tchégana. Ils ont réhabilité le centre. Il y a des enfants qui ne travaillent pas, ils aident les enfants à travailler et puis ils développent le village. Pour le colonel-major Issa Koulibaly, maire de Guiembé et son conseiller municipal, toutes ces réalisations sont d'un coût de 137 millions supportés par le budget d'investissement de l'exercice 2014 de la mairie. Et pour dire aux populations que nous ne sommes pas venus pour vendre des illusions, mais nous sommes venus effectivement pour nous consacrer à l'amélioration de leur quotidien, à l'amélioration du cadre de vie. Ces actions de développement sont du goût des habitants de Guiembé qui, bien qu'étant satisfaits du travail de leur conseiller municipal, ont une doléance qui passe avant toutes les autres. On veut qu'on fasse le goudron à Guiembé. Une préoccupation qui, selon le préfet du département de Dikodougou, va bientôt être résolue. Monsieur le Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a fait la promesse à la population qu'en 2015, cet axe sera bitumé. Et donc je voudrais vraiment dire aux populations que quand le président promet, il réalise. Avant le bitumage de l'axe Thioro-Dikodougou en passant par Guiembé, les populations, outre les réalisations du conseil municipal, sont fières des dirigeants ivoiriens qui, avec le programme présidentiel d'urgence, donnent une nouvelle image à leur localité longtemps oubliée. Le bureau exécutif de l'Association des Régions Unies, plateforme internationale réunissant plus de 900 régions au total, a choisi Abidjan pour abriter sa première réunion de l'année 2015. Pendant 2 jours, les présidents des régions du monde ont réfléchi sur comment faire de la décentralisation une stratégie de lutte contre la pauvreté. Ben Touré, Hamza Diaby. Comment faire en sorte que le développement des États passe nécessairement par l'axe décentralisation? La réponse à cette question est sortie d'Abidjan. 2 jours durant, le bureau exécutif de l'Association des Régions Unies, le FOGAR, une plateforme internationale regroupant plus de 900 régions du monde, s'est penché sur la question. Il y a encore beaucoup de monde au monde qui souffre de famine. Là, on croit que du point de vue régional, on peut contribuer à résoudre ce défi du monde. 20% de la population mondiale ne mange pas à leur faim selon les Nations Unies. En Afrique, la situation est pire. Solution envisagée, investir plus dans l'agriculture. Si l'on ne donne pas aujourd'hui aux agriculteurs, à ceux qui font de l'élevage, les moyens de développer considérablement leurs activités, on risque d'avoir de gros soucis. C'est justement pour prendre tous ces aspects en compte que la RDCI a adhéré au FOGAR, une mine d'expertise dont elle entend bénéficier pour mieux répondre aux aspirations des régions de Côte d'Ivoire. Si demain nous avons besoin d'experts, des gens pour nous accompagner, nous adressons à l'ORI FOGAR, on exprime nos besoins, c'est eux qui iront à travers tous les pays du monde pour nous trouver les experts qui viendront pour nous aider. Si la RDCI se targue de tisser sa toile, c'est parce que derrière, il y a une politique gouvernementale forte et soutenue. Le fait d'avoir mis la région en place, d'avoir créé les conseils régionaux avec des budgets conséquents, permet d'avoir des budgets d'investissement, permet aux conseils régionaux de faire leur propre choix sur ce qui est bon pour leur population, c'est déjà une bonne chose. Donc, il y a déjà un transfert de compétences, un transfert de moyens qui ne sont plus décidés au niveau central. Que ce soit en France ou en Argentine, le FOGAR, dans tous ses forats de haut niveau, promet porter la voix des régions africaines.
Le volet renforcement des capacités de l'administration publique du programme d'urgence pour la restauration des services sociaux et administratifs de base arrive à son terme le 31 mars prochain. En vue de faire le point de l'exécution de ce projet financé par la Banque africaine de développement, un atelier de revue est initié depuis hier, mercredi. Voyons la suite avec Jean-Luc Bangou. Il était prévu pour être réalisé sur une période de 15 mois à compter de sa date de signature le 10 juin 2011. Le volet renforcement des capacités de l'administration publique du programme d'urgence pour la restauration des services sociaux administratifs de base, PURSAF, REFCAP, a vu sa date de clôture prorogée au 31 mars prochain. À quelques jours de son terme, ce projet affiche un bilan positif. Au plan des réalisations physiques, le projet enregistre un taux d'exécution d'environ 97% et un taux d'achèvement des activités de 86,79%. Au plan de l'exécution financière, le taux d'engagement est de 98,34% et le taux de décaissement global est à 87,78%. Doté d'un financement de plus de 4 milliards de francs CFA, le projet a notamment permis l'acquisition de divers biens pour les administrations, la réalisation de plusieurs formations et études, ainsi que l'exécution d'opérations de sensibilisation. Cet atelier est donc pour l'État ivoirien l'occasion de mesurer l'impact de ces activités financées sur les modalités de gestion. La présente revue s'inscrit parfaitement dans le cadre de la reddition des comptes, une exigence de bonne gouvernance nécessaire à la construction d'une économie émergente. Au terme de cette revue finale, qui durera 3 jours, des recommandations seront faites pour une mise en œuvre efficace des futurs projets similaires et de nouveaux axes d'intervention seront également définis. Le président de la Fédération nationale des artisans professionnels de Côte d'Ivoire, FENAPSI, Vassidiki Fadiga, a été investi. Il est donc officiellement à la tête de cette fédération et c'était en présence de notre reporter Kodé Pargasoro. Vassidiki Fadiga, c'est le nom du nouveau président de la Fédération nationale des artisans professionnels de Côte d'Ivoire, FENAPSI. Il a été investi à la tête de cette structure en présence des responsables de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, du représentant du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME, des chefs traditionnels et religieux. Investi, le nouveau président de la FENAPSI entend donner le meilleur de lui-même et permettre ainsi l'amélioration des conditions de vie des membres de cette structure, mais aussi celles des artisans dans leur ensemble. Vassidiki Fadiga exhorte les artisans professionnels à le soutenir en vue de l'aider à réussir avec succès sa mission. Une mission difficile mais pas impossible selon le nouvel occupant du fauteuil de la FENAPSI. Bamba Kassoum et Koué Dozo, respectivement président de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire et le représentant du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME, ont invité le tout nouveau président de la Fédération nationale des artisans professionnels de Côte d'Ivoire à se mettre au service des membres de son bureau et de tous les artisans sur tout le territoire national sans exception. L'investiture du nouveau président de la Fédération nationale des artisans professionnels de Côte d'Ivoire a eu lieu au siège de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, sise aux 2 plateaux. Et toute autre chose à présent pour parler de religion, l'église baptiste œuvre et mission internationale du Haut-Sassandra a organisé une conférence publique sur le thème « Les jugements de Dieu des derniers temps ». Objectif de cette conférence, sensibiliser les fidèles à vivre dans la sainteté. Honorine Kakoubla, Agnigori. Venus des 4 départements de la région du Haut-Sassandra, ce sont de nombreux fidèles de l'église baptiste œuvre et mission qui ont pris part à cette conférence publique. Elle portait sur le thème « Les 21 jugements de Dieu des derniers temps » animée par le docteur Dion Yaye Robert. Le conférencier s'est appuyé sur une revue biblique allant de l'Ancien Testament à l'Apocalypse en passant par les 4 évangiles. Il a exhorté les populations et surtout les fidèles à vivre dans la sainteté. Pour le docteur Dion Yaye Robert, il faut aussi prier continuellement pour les autorités de la Côte d'Ivoire au regard des prophéties bibliques en cours. L'homme de Dieu a orienté l'auditoire vers l'église de Jésus-Christ. En marge de cette conférence, le docteur Dion Yaye Robert a rencontré le collectif des pasteurs évangéliques du Haut-Sassandra.
L'économie zimbabwéenne se porte mal. Le pays n'a plus de monnaie propre depuis maintenant 5 ans. Dans les commerces, les clients reçoivent des bonbons au lieu et place de la monnaie. Les services de banque mobile ont décidé de prendre le relais. Objectif, se passer carrément d'argent en espèces. Désormais, tous les achats se font en partie du téléphone. Regardez. Bon ou allumettes? Au Zimbabwe, les magasins sont souvent forcés de rendre la monnaie en nature. Depuis 2009, les dollars américains ont remplacé la devise locale, mise hors service à cause de l'hyperinflation. Mais avec la pénurie de pièces américaines, les crayons et les sucreries tiennent lieu de petites monnaies. Un service de banque mobile pourrait apporter une solution au problème. Lancé en 2011, EcoCash compte aujourd'hui 3 700 000 abonnés. L'idée est de se passer complètement d'argent liquide. Je crois vraiment que certaines petites entreprises s'en sortent très bien aujourd'hui parce que les gens peuvent facilement payer en utilisant EcoCash. Le système améliore la sécurité des transactions. Les magasins n'ont pas besoin d'avoir des réserves d'argent liquide. Pour les Zimbabwéens, c'est un bouleversement de leur vie quotidienne. Avant, on avait cette mentalité à l'ancienne. Pour toute transaction, il fallait voir l'argent changer de main physiquement. Mais avec la technologie, aujourd'hui, ça a changé. On voit que ça peut marcher autrement. En décembre, le gouvernement a finalement réagi avec l'émission de nouvelles pièces. Les services financiers mobiles peuvent contribuer à ramener la confiance dans le pays, mais ils ne suffiront pas à compenser le retard structurel accumulé depuis des années par l'économie zimbabwéenne. Les éléphants footballeurs jouent cet après-midi ici à Abidjan contre l'Angola, un match amical. Avant ce match, ils ont fait parler leur cœur. Ils ont fait des dons à l'orphelinat de Bingeville. Jour mémorable pour les enfants de l'orphelinat de Bingeville. En plus de la présentation du trophée de la CAN, ils ont pu bénéficier de la présence des éléphants de Côte d'Ivoire, champions d'Afrique 2015. Moment particulier, vécu pleinement par les enfants. Yaya Touré et ses camarades ont même livré un match épique contre l'équipe de l'orphelinat. Le directeur de l'orphelinat et ses pensionnaires n'ont pu cacher leur satisfaction et émotion. Je suis très émue car je viens de voir la réalité en face. Mon rêve de devenir un footballeur et cela va presque se réaliser. Je voulais remercier les éléphants de Côte d'Ivoire pour la coupe qu'ils nous ont apportée. Que d'émotions, vous voyez, les enfants sont totalement en joie et on voudrait très sincèrement remercier le président de la FIF et sa délégation ainsi que tous les éléphants. Vous voyez la coupe, c'est extraordinaire. Et nous souhaitons beaucoup de coupes comme ça, beaucoup de trophées comme ça pour la Côte d'Ivoire. Moment de bonheur également partagé par les éléphants de Côte d'Ivoire. Ça fait plaisir de voir des enfants comme ça heureux. Et nous, ça nous fait chaud au cœur. On a encore plus envie de leur faire plaisir. C'était pour leur montrer notre solidarité et aussi pour leur montrer que bon, voilà, nous aussi on est passé par là pour devenir ce qu'on est aujourd'hui. Et bon, on est tous contents. Vous avez vu tous les joueurs, on est tous venus. On sait que bon, voilà, demain ils feront mieux que nous. Après les conseils du héros de Bata Kopabari aux enfants, le vice-président de la FIF, Sori Diabaté, a annoncé les dons des éléphants à l'orphelinat. Des équipements, 2 jeux de maillots de couleur orange et vert, 10 ballons et 2 millions de francs CFA. Les collèges et lycées de Bingeville venus soutenir l'orphelinat ont reçu 40 ballons. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des autorités préfectorales et municipales de Bingeville. Ce reportage d'Anne-Marie Nguessan met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis.